Et ben c'est parfait, comme ça je vais pouvoir passer directement à ces Sixers sans transition, puisque je te sais un petit peu pressé, que du coup on va aborder tout de suite le sujet. Alors, déjà je souhaite te lâcher un petit shout-out pour ce titre, hein, puisque de l'amour fraternel de Philadelphie, on est passé un petit peu au conflit perpétuel. Je trouvais ça vraiment très bien trouvé. Une preview, comme tu le dis parfaitement dans ton intro, un petit peu en forme de spéculation, hein, puisque vous n'aurez pas été assez absent en tout cas, j'imagine, pendant cet été pour ne pas être au courant du drama Ben Simmons, hein, mais on va y revenir un petit peu. Une intro et un bilan de la saison passée, très inspiré dans ta preview, et j'invite tout le monde à aller la lire. C'est en forme en forme de série hollywoodienne, hein, de série au moins digne d'HBO. Hein. Donc c'est très inspiré de ta part cette intro, donc j'invite tout le monde à aller lire tout ça. Je vais résumer la chose de manière peut-être un petit peu plus prosaïque et bien sûr moins intéressante. Malgré tout, je vais essayer de résumer ça bien. Les Sixers qui, la saison passée, en saison régulière, s'inscrivaient comme un favori à l'Est, hein, un top 3 solide de cette conférence, derrière une grosse saison de Joel Embiid, hein, qui a été second au vote du MVP, et qui pendant très longtemps était en ballottage pour la première place avec Nikola Jokic, une grosse bataille de pivot comme on n'en a plus vu depuis longtemps, et qui faisait très plaisir. En tout cas personnellement ça me faisait très plaisir, mais qui bien évidemment a été un petit peu freiné par sa blessure annuelle habituelle, hein, Joël, qui a subi un petit peu ça. Heureusement l'équipe derrière lui déroulait malgré tout son basket, bien relayé par un Simmons et une identité défensive d'équipe plutôt solide, hein, je pense qu'on peut le dire. Arrivé en playoff, le premier tour face à Washington ancre un petit peu plus ce statut de contender favori avec les Bucks et les Nets. On voyait vraiment ce trio se dégager potentiellement à l'Est. Et puis, alors que Lucius Vorenus 72, j'espère que je prononce bien vos pseudos, n'hésitez pas à me le dire après dans le chat s'il faut que je corrige, nous suit, rentre dans le 5, bienvenue à toi, première fois sur le chat. Bienvenue à toi, encore une fois, installe-toi confortablement. Et puis, arrivé ce second tour, Vlad Adam. Les Hawks s'en vont éliminer ces Sixers qui, au fil de la série, auront perdu tous leurs moyens derrière un Embiid légèrement touché, il faut aussi le préciser, ne pas l'oublier. Et un homme cristallise toutes ces problématiques, c'est Ben Simmons, à l'image de son Game 7, qui ne prendra quasiment pas de tir du quatrième quart-temps, si ce n'est pas du tout de tir d'ailleurs, je me souviens plus. Et qui va être désigné comme le coupable par Doc Rivers et Embiid en tête. Alors ça c'est quelque chose sur lequel on va peut-être pouvoir revenir. Est-ce que Vincent, tu as des choses à ajouter par rapport à ce bilan pour les Sixers, alors que Lucius nous dit que c'est Sixers France? Bienvenue à toi, très content de t'avoir dans le chat. N'hésite pas à ajouter des commentaires sur ce qu'on pourrait dire, des précisions, ou même nous corriger si jamais on dit des conneries ou des choses qui peuvent prêter à débat. C'est aussi la force de ce format live. N'hésite pas à nous faire part, voilà, de ton expertise. Vincent, je reviens vers toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter dans ce bilan pour ces Sixers? Bah écoute, non, tu as été particulièrement complet et du coup, on va parler sous le contrôle de quelqu'un qui s'y connaît particulièrement, donc c'est plutôt pas mal. Effectivement, les Sixers, ils ont quand même réalisé une saison régulière de haute volée au point d'être considérés, alors peut-être pas comme le favori de la conférence Est, parce qu'il y avait toujours ces Nets qui, bah, lorsqu'ils sont sur leurs 6 jambes, on va dire, font automatiquement figure de favoris tant le potentiel sur le papier semblait limité. Mais mine de rien, les Sixers, surtout qu'ils avaient sur le papier un tableau en play-off relativement dégagé avec les Wizards au premier tour et soit les Hawks, soit les Knicks au second, on se disait, bon, la voie vers les finales de conférence est relativement dégagée. Sauf que, comme tu l'as dit, patatras, et, euh, et on a peut-être même du mal à se l'expliquer encore aujourd'hui, comment les Sixers n'ont pas pu venir à bout de ces Hawks qui étaient quand même assez inexpérimentés à ce niveau-là de la compétition. Et c'était d'ailleurs pas si mal engagé dans le cadre de la série, du moins au début.
on s'aperçoit quand même, mine de rien, que lors des 4 dernières rencontres de cette série, donc les games 4, 5, 6, 7, les Sixers n'ont tout simplement plus vraiment réussi à scorer autant que d'habitude, puisqu'ils marquaient 100 points, 113 points par rencontre en saison régulière. Et là, sur les 4 dernières rencontres de la série, je ne sais pas s'ils ont dépassé les 105. Donc ça peut être effectivement problématique, surtout que derrière, Trae Young et compagnie ont joué crânement leur chance et ils ont bien eu raison. Et comme tu l'as dit, tout ça a débouché sur le drama Ben Simmons, qui effectivement a été particulièrement effacé en playoff. Tu donnais les stats sur les tirs du quatrième quart-temps. Alors effectivement, sur l'ensemble des 7 rencontres, il a tiré 3 fois au sein du quatrième quart-temps. Donc c'est un tir toutes les 18,5 minutes. Ce qui est quand même problématique, évidemment, lorsqu'on est censé être la deuxième, voire la troisième option, ça dépend où on le met avec Tobias Harris, au sein de cette équipe. Et ce qui a cristallisé, ce qui a terminé de clouer son cercueil, j'ai envie de dire, c'était cette phase de jeu au Game 7 où il enroule le défenseur, il peut monter au dunk, mais il décide de faire la passe à Tybalt qui rate son tir et qui derrière ne convertit qu'un lancer franc sur deux. Et c'est ce qui a poussé ensuite à la déclaration de Joel Embiid qui disait, pour être honnête, le tournant du match pour moi, c'est ce moment où Simmons n'est pas allé dunker et qu'on a mis qu'un seul lancer franc. Et ensuite, les déclarations de Doc Rivers, je sais, N5, que tu as adoré ces déclarations. Et puis voilà, on en est là où on en est aujourd'hui. Bon, ça s'est décanté un petit peu, on va dire, lors des 3-4 derniers jours où Ben Simmons, après avoir dit qu'il ne voulait plus jouer à Philly, est finalement revenu au sein de l'effectif. Mais du coup, il y a quand même pas mal de questions autour de cette équipe alors que la NBA reprend cette nuit. C'est ça, on va pas forcément refaire tout l'historique, je pense, de ce drama et par toutes les étapes sur lesquelles elles sont passées. Voilà, je voulais néanmoins rappeler encore une fois, parce que beaucoup de monde charge Ben Simmons, en partie à raison, hein. Je pense que de toute façon dans ce genre d'histoire, en fait, toutes les parties sont plus ou moins coupables ou à responsabiliser en tout cas. Je voulais encore une fois rappeler à quel point les sorties et de Doc Rivers et d'Embiid avaient pu être sincèrement contre-productives et montrer un manque de cohésion, de leadership ou de tout ce qu'on veut dans cette équipe, et avait forcément mis de l'huile sur le feu. Ça a été, je pense notamment, très... Comment dire, par rapport à Doc Rivers surtout, je suis très critique puisque ça fait plusieurs fois qu'on voit que les équipes, particulièrement de Doc Rivers, s'effondrent mentalement et ne possèdent pas en fait de réponse à ce genre de choke. Et bien évidemment, c'est un petit peu facile de mettre toute la critique sur un seul homme. Ça permet aussi de pas se voir dans le miroir et de pas forcément prendre en compte ses défauts à soi. Et là, je pense que Doc Rivers vraiment met un petit peu de côté lui, ce qui pourrait lui être imputé, et ça je trouve ça extrêmement lâche, pour être tout à fait honnête. Et je trouve que pour un coach dont on vante les mérites en termes de leadership, etc., je trouve ça extrêmement douteux. Voilà, bon, ça c'était dit, je tenais à le dire pour dire encore une fois que les torts sont partagés dans ce genre d'histoire, je pense. Donc ce drama, on va y revenir, donc, qui forcément, en fait, et tu le disais parfaitement dans ta preview, dans ton introduction, force un petit peu à écrire de manière, au conditionnel, un petit peu en mode contextuel. Ça doit pas être facile de projeter vraiment dans une preview à ce niveau-là, avec autant d'incertitudes quant au départ potentiel de Simmons et à ce que les Sixers pourraient récupérer. On va malgré tout faire un petit peu un tour d'horizon des mouvements de cet été, des départs et des arrivées, et pouvoir voir en fait ce qu'on pourrait projeter avec ou sans Simmons pour cette équipe, alors qu'on va passer sur notre preview, le in and out comme habitude, et puis quelques discussions autour du 5 majeur. C'est là-dessus aussi que tu as pu concentrer cette preview. Les départs donc de George Hill, Anthony Tolliver et peut-être Ben Simmons, donc point d'interrogation. Les arrivées d'André Drummond, d'Aaron Henry, de George Niang, de Grant Riller et de Jaden Springer. Alors, pour faire un petit tour des départs, des arrivées, il n'y a pas grand-chose, c'était assez calme finalement cet été pour les Sixers. Voilà. Si ce n'est ce drama Ben Simmons, bien évidemment, vous me comprenez bien. Alors, George Hill et Anthony
Oliver qui partent, George Hill, ça sera peut-être un problème à la main, on va y revenir juste après. Les arrivées, par contre, on a George Young et André Drummond à l'intérieur. Alors Drummond, est-ce qu'on croit vraiment à un apport potentiellement positif de la part du pivot? On sait que c'est compliqué ces dernières années pour Drummond. Young pourtant est une bonne rotation, je pense, défensive. Il a prouvé au Jazz, à Utah, je m'en mêle un petit peu, qui pouvait vraiment être apporté en termes de rotation. Derrière Jaden Springer, c'est un rookie. Est-ce que tu peux en parler rapidement, hein, juste pour voir un petit peu le profil potentiel qu'il a? Très rapidement, effectivement. Donc, c'est un jeune joueur, l'un des plus jeunes de la draft, qui a effectué une saison du côté de Tennessee, qui est un meneur très long et doté d'un physique déjà très avancé pour son âge, qui possède la particularité aussi, d'être déjà un bon défenseur, que ce soit sur l'homme ou dans les aides. Donc, quelqu'un qui pourrait s'inscrire assez rapidement dans la rotation sur les postes arrière des Sixers et qui a réalisé une bonne saison au tir, avec notamment, alors même malgré un échantillon assez faible, il était à 43% de réussite à 3 points, ce qui fait forcément du bien. Alors, c'est pas un meneur, c'est un combo guard. Par contre, il a joué certaines rencontres au poste 1 et certaines au poste 2, comme, comme j'ai pu le voir. Et voilà, les questions qu'on pouvait potentiellement se poser, c'est quel serait son véritable rôle en NBA. Mais je trouve que c'est un petit peu des questions qu'il est compliqué de se poser dans le cadre, quand un jeune rookie arrive comme ça, puisque son rôle, il a largement le temps de se le faire au fur et à mesure de sa saison. Un petit peu comme les deux autres recrues qui sont assez jeunes. Alors Aaron Henry et Grant Thriller, on va voir, c'est un petit peu des no-name, hein, pour être très clair avec vous, et finalement on verra un petit peu ce qu'il pourrait en donner dans cette rotation. Rien de très sûr pour l'instant. Les re-signatures par contre qui étaient importantes du côté des Sixers, c'est celle de Danny Green et de Furkan Korkmaz, qui à l'arrière vont donner un petit peu plus de profondeur possible pour une rotation à l'arrière qui, sans Ben Simmons, c'est un petit peu ce que tu pointais du doigt, pourrait s'avérer un petit peu légère, voire un petit peu trop légère pour un contender au titre. Alors qu'on salue Aurel, hein, qui vient de nous follow. Salut Aurel, très content de te voir ici, une vieweuse vraiment régulière de basket catéchisme. Bienvenue à toi, ça fait extrêmement plaisir de te retrouver là. Oui, on disait une rotation potentiellement si Simmons venait à partir et ne plus occuper ce poste de meneur, une rotation sur les postes derrière qui pose un petit peu question. Alors, il y a Tyrese Maxey qui semble être le joueur qui se détacherait pour potentiellement mener le jeu, réussir à créer sur ces postes d'extérieur. Il y a également Seth Curry qui semble tenir la corde pour être titularisé en lieu et place de Ben Simmons si celui-ci était amené à partir ou ne devait pas jouer avec cette équipe. Alors même si il devrait jouer, mais bon, encore une fois, hein, la situation est très floue. Jusqu'à quand, comment, à quel niveau d'implication, tout ça, ça reste à déterminer. Derrière ça, le poste 1, il ne semble y avoir que donc du coup Springer et Reader, qui sont deux joueurs très jeunes, qui ne donnent aucune garantie, qui n'ont pour ainsi dire que peu d'expérience. Maxey et sophomore, ça reste encore très jeune. Le poste 2, voir quels arrières pourraient potentiellement step up. Il y a Danny Green, potentiellement titulaire, mais qui peut être décalé en 3 du coup. Et c'est ce que tu montres un petit peu dans le sac majeur potentiel prévu que tu as noté pour ces Sixers. Et puis de toute façon, derrière, Korkmaz, Shake Milton, Matisse Thybulle, il y a peu de joueurs qui pourraient potentiellement combler la création. Et c'est des joueurs qui peuvent être complémentaires et qui ont des profils intéressants parce qu'ils sont assez différents. Par exemple, Thybulle est beaucoup plus défensif dans le collectif, etc. Ça peut être intéressant en addition d'un profil plus offensif à la Tyrese Maxey, par exemple. Néanmoins, rien qui puisse combler ce problème de création en contrepartie. Enfin, si jamais Ben Simmons venait à ne pas jouer ou être transféré, ce serait clairement là
que la contrepartie serait attendue sur ces postes 1 et 2 avec de la création pour Ben Simmons en cas de trade. Est-ce que tu peux imaginer, voilà, là tu mettais Seth Curry et Tyrese Maxey dans ton 5, est-ce que tu peux imaginer d'autres combinaisons? Est-ce que tu peux imaginer comment imaginer combler un petit peu ce problème de création sur ces postes d'extérieur? Et bienvenue Sixers France, tu pourras aussi également nous faire part de tes réflexions dans le chat que je vais afficher maintenant. Dans l'état actuel des choses, on a plutôt l'impression que Ben Simmons va réintégrer l'effectif et jouera. Donc, ça tendrait sur le papier au moins, même si j'ai toujours des doutes sur l'association Ben Simmons et meneur, puisque j'aurais plutôt tendance à le voir jouer. Bon, alors à Philly, ce serait compliqué, mais à le voir jouer dans la raquette. Si Ben Simmons revient jouer, ça règle un petit peu cette problématique d'un backcourt un petit peu faiblard sur le papier, ou à tout le moins, au moins très théorique, puisque du potentiel, il y en a certainement, puisque les joueurs sont particulièrement jeunes, mais il y a peu de joueurs qui ont véritablement confirmé d'ores et déjà le fait qu'ils pouvaient prétendre à un poste de titulaire. Après, voilà, des associations, il pourrait y en avoir plusieurs. L'avantage, c'est que Seth Curry a réalisé l'année dernière une excellente saison. Et d'ailleurs, les Sixers, en le ramenant et en lâchant Josh Richardson pour ça, ont réalisé une excellente opération, puisque le contrat de Seth Curry, en plus de ça, il était particulièrement bon. Il y a Matisse Thybulle qui ne fait jamais de mal dans l'effectif tant qu'il s'agit de défendre. Lorsqu'il s'agit d'attaquer, c'est tout de suite un petit peu plus complexe. C'est pour ça que certains mettaient un petit peu en avant le fait que faire jouer et Ben Simmons et Matisse Thybulle ensemble sur le terrain, défensivement, c'est effectivement excellent. Offensivement, ça fait quand même 2 joueurs qui n'ont pas vraiment de shoot et qui ne constituent pas une menace au-delà de, je vais être vache, mais on va dire de la peinture. Donc voilà, je pense que si Ben Simmons revient, on retombera dans le schéma classique des Sixers, celui de la saison dernière, des saisons d'avant. Et les Sixers pourront avoir une équipe solide et le backcourt ne posera plus véritablement de problème. S'il s'avère que pour une raison X ou Y, il ne joue finalement plus, je pense que ça va être un petit peu le tendon d'Achille de cette équipe. Très clairement, et c'est encore une fois là toute la difficulté de pouvoir parler de ces Sixers à l'heure actuelle. Est-ce qu'on parle totalement comme si Simmons n'était plus là? Est-ce qu'on prend en compte le fait qu'il soit encore là et puisse potentiellement jouer? Comment vraiment aborder cette équipe? De toute façon, je pense que la situation Simmons n'a pas l'air de pouvoir s'arranger à moyen ou long terme. Tu évoques malgré tout dans la preview cette possibilité de dire si effectivement Ben Simmons finalement rentre dans le rang et se met la déterre un petit peu à revenir à son niveau et à reprêter toute sa force à ces Sixers, que ça puisse redéboucher sur des Sixers un petit peu plus sûrs d'eux-mêmes et de leur force. On a quand même beaucoup de mal à l'imaginer. Est-ce que là, la situation pour les Sixers, c'est pas on a vu que on chopait pas ce qu'on voulait en termes de contrepartie dans les potentiels trades pour le joueur, et donc du coup on essaye de lui faire reprendre de la valeur avant de pouvoir ou temporiser tout simplement pour l'attente qu'une superstar ailleurs puisse demander son transfert. On pense à Portland, si la saison de Portland venait à être difficile, on peut peut-être envisager que Lillard demande un trade. Je pense qu'il y a peut-être de ça chez Morey, qui attend ce genre d'opportunité pour pouvoir mieux le retrader. Comment vraiment on discute, et j'implique totalement le chat dans cette discussion, et peut-être Jérémy aussi si tu veux en dire un mot. Comment est-ce qu'on aborde vraiment cet effectif des Sixers et cette saison des Sixers avec ce cas Simmons maintenant, qui a priori pourrait jouer au moins en début de saison, alors que Lucius Sixers France bien sûr nous dit, et si c'est Simmons qui start, je pense que le 5 sera Simmons, Green, Harris, Nyang, Embiid, avec Maxi, Curry, Joe, Thybulle, Reed, Drummond derrière. À voir combien de temps Reed va mettre à dégager Drummond. Alors que Cam nous balance quelques petites punchlines dans le chat. Oui, voilà, Jérémy peut-être, ou le chat, voilà, encore une fois, ou Vincent même, si tu veux intervenir là-dessus. Ouais, clairement. Comment on envisage vraiment ça?
Je pense qu'effectivement la meilleure façon de faire, c'est de se dire que pour le moment il est là, qu'il est revenu et que, bah, jusqu'à ce que, une rumeur suffisamment importante voit le jour, a priori la saison devrait se dérouler avec Ben Simmons. Je pense comme tu le disais, maintenant qu'ils ont réussi à le réintégrer, Daryl Morey, son truc c'est de se dire: «On attend qu'il y ait des news sur le contrat, ou en tout cas sur le cas Bradley Beal ou sur le cas Damian Lillard». En attendant, je pense qu'effectivement Ben Simmons va réintégrer l'effectif, qu'il va effectivement, redevenir starter et finalement ces Sixers, ils vont ressembler énormément à ceux de l'an passé. Comme je disais, il y a eu très peu de pertes, donc c'est en fait, c'est une équipe qui s'est un petit peu ajustée pendant l'été et qui a ensuite essayé de dealer avec, quelque chose qu'ils avaient peut-être pas prévu, à savoir, les envies d'ailleurs de Simons. Mais en attendant, je pense qu'on va voir une saison finalement relativement classique des Sixers. À voir par contre si, bah, ce qui s'est passé ces dernières semaines, vont avoir un impact sur l'état du vestiaire et sur l'implication, des uns et des autres. Mais en attendant, le schéma de jeu va être le même et je pense que les forces et les faiblesses seront les mêmes. Tant qu'un joueur n'émerge pas, on pense à Tyrese Maxey pour essayer d'un petit peu de changer la donne. Ouais. Qu'est-ce que dans le chat, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Cam nous dit c'est toujours pas avec Rivers de toute façon que tu peux espérer aller plus loin qu'une finale de conf. Bon, ça vous avez compris mon avis sur Rivers tout à l'heure. Je pense que je n'aurais pas besoin d'infirmer ou de confirmer cet avis-là. Tom Krabs, bienvenue à toi. Je t'ai vu tout à l'heure dans le chat, mais je ne t'ai pas dit bonjour. Bah bienvenue Tom Krabs, très content de te retrouver encore une fois ce midi. Je pense que Simmons peut super former en jouant sans pression, balèque total. Ouais, c'est une possibilité hein, qu'évoquait Vincent d'ailleurs dans sa preview, comme je le disais tout à l'heure. C'est peut-être pas celle que j'imagine au vu de ce qui s'est passé vraiment cet été, mais ce serait bien pour les Sixers et c'est tout ce que je leur souhaite. Classique oui et non. Si on reste en l'état, on a des bénéfices incrémentaux avec la continuité d'effectifs plus la progression des jeunes. Alors oui, c'est, je trouve, une vision assez positive des choses. Moi, encore une fois, je suis sur une lane où je trouve que j'ai difficilement du mal à voir que ça ne puisse pas impacter même l'alchimie d'équipe ou même le jeu en fait globalement au vu de là où ça en était en fait ce drama-là. Alors j'aimerais beaucoup pouvoir parler des Sixers comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Ça me semble quand même un petit peu, peut-être avant de pouvoir le faire pour les 10 dernières minutes, ça me semble quand même un petit peu idéaliste de pouvoir imaginer que ça ait aucun impact vraiment entre les joueurs et sur la saison, ce genre d'ambiance dans le vestiaire. Enfin, ouais, j'ai du mal à l'imaginer totalement neutre par rapport même aux résultats ou à la dynamique en fait de l'équipe en fait, parce que ça joue forcément à un moment. Cam qui nous dit Philly n'a toujours pas les coéquipiers parfaits pour maximiser Simmons et Embiid, donc à défaut de mieux, il faut faire pareil. C'est vrai que on a comme tu le disais Jérémy, ce point de vue de dire oui, si Simmons reste, il n'y a pas eu beaucoup d'autres changements. Philly devrait rester dans ses standards. Il y a une très bonne, un certain nombre de joueurs au profil défensif intéressant, une assise défensive et une identité défensive autour d'Embiid, autour de Simmons, avec des joueurs de complément comme Danny Green, comme Tybalt, qui sont intéressants et qui devraient maintenir un plancher élevé. Alors que Thibaut nous dit, moi je pense que ça va encore se casser la gueule comme chaque année. Alors ça, petite pique acerbe vis-à-vis des Sixers. Après bon, le but de la serre c'est juste de ne pas être dans la partie de tableau des Nets. Ce qui n'est pas faux, je suis assez d'accord là-dessus, et d'ailleurs c'est un peu ce qui ressort de toutes les previews d'aujourd'hui avec ces potentiels contenders et ces potentiels surtout prétendant à l'avantage du terrain, alors surtout pour les Nets et les Bucks. Moi je trouve qu'à côté de ça, l'Est s'est vachement densifié, alors dans plusieurs différentes parties de tableau, mais notamment la partie de tableau du milieu, et je trouve que la bataille pour la 3e, 4e place, elle n'est pas acquise forcément, et qu'il suffira pas juste de dire en fait, les mecs au final on a le même effectif, tout ira bien quoi, parce que encore une fois, moi, j'aimerais beaucoup voir une saison complète d'Embiid, parce que on l'attend toujours en réalité. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui pourra déterminer potentiellement que le plancher de cette équipe reste le même. Je sais pas après, voilà, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Peut-être je continue à lire le chat, hein, sinon n'hésitez pas à me couper, hein, Jérémy, Vincent, si vous voulez intervenir.
Dès lors que les deux parties ont accepté le statu quo, donc pour moi ça ne posera pas de problème sur le terrain. CF, le cas Harden, le précédent Harden, c'est vrai, on peut le voir comme ça. C'est peut-être moi qui suis très négatif aussi dans ma vision de voir les choses. Ouais, mais alors est-ce que le cas Harden n'a pas eu d'impact sur ses propres performances? Parce qu'il me semble qu'il revient très fort, pendant quelques matchs, mais qu'ensuite on le sent quand même beaucoup moins impliqué et beaucoup moins dans l'équipe et il me semble qu'il fait quand même ses moins bonnes performances avec, Houston, sur les 3-4 dernières saisons, l'an passé avant d'être tradé donc ça a t bah, si ça a pas d'impact sur l'équipe, ça peut au moins en avoir sur le joueur. Alors après, comme dit Tom, tant ça va être positif, hein. Des fois, ce genre de situation, ça permet peut-être de supprimer certaines attentes et de lisser les choses et de les rendre plus efficaces. Mais par nature, je doute que ça fonctionne sur le long terme et de toute façon, je pense que c'est pas le but, hein, mais Bah, c'est là où on j'allais, peut être dubitatif. c'est là où j'allais rebondir et peut-être relancer Vincent pour un dernier mot autour de ces Sixers. Euh, Malgré tout, en fait, dans cette situation, où est l'upside pour une équipe qui veut prétendre à être contender? Où est-ce qu'on peut imaginer l'upside? On parle de statu quo, on parle de réitérer à minima ce qui était fait les saisons précédentes. Malgré tout, cette situation, elle me semble pas tenable. Et tu évoquais quelques pistes de Vincent à la fin de ta preview pour dire que enfin c'était surtout voilà, les réponses dans le compte FR. D'ailleurs je vais pouvoir peut-être les partager en montrant un petit peu ces questions-réponses qui étaient très intéressantes, notamment voilà sur le statut de l'équipe et la situation tant qu'un point de chute ne sera pas trouvé pour Simmons, et donc peut-être cette idée voilà de rajeunir l'équipe ensuite pour laisser passer la fenêtre de tir des Nets. Ça c'est une idée qui effleure voilà, le compte FR. Qu'est-ce qu'on pense de ça et comment est-ce qu'on peut peut-être conclure cette preview, Vincent? Cette preview définitivement un petit peu particulière, alors qu'avant de te laisser la parole, on va saluer YepiZetco. Alors là, merci pour le pseudo, merci de me laisser galérer. Tu me diras si je l'ai bien prononcé en commentaire dans le chat, Vincent. Comment peut-on un peu conclure cette preview? Je sais pas si ce sera le mot de la fin. Moi, j'avoue que j'ai du mal à me positionner sur ce que peut donner les Sixers, effectivement. Bah, c'est le premier mot de la preview, c'est spéculation. Et vu l'été que la franchise a connu, je trouve que ça colle assez bien. Après, je vois bien les Sixers refaire une saison régulière de haute volée, comme ils le font maintenant depuis quelques années, mine de rien. Je sais pas, ça fait quand même une, deux, trois, quatre saisons qu'ils terminent. Si on se projette sur 82 rencontres, avec un bilan aux alentours ou supérieur aux 50 victoires. Mais encore une fois, c'est une équipe qui, depuis 2018, n'a jamais passé les demi-finales de conférence. Est-ce que cette année, je les vois faire mieux que ça? Je ne sais pas. J'ai tendance à penser que non, parce que je vois au moins deux équipes supérieures. Ben, vous allez en parler plus tard tous les deux. Je vois au moins deux équipes qui sont supérieures à Philly cette année, peut-être même assez largement supérieures. Après, voilà, est-ce que ça va enfin cliquer? Est-ce que Embiid pourra faire... Alors là, même s'il a fait un chantier toute l'année, il a de nouveau raté une vingtaine de matchs. J'espère pour eux maintenant qu'il va... il y a toujours quelque chose quand ils arrivent en playoff, quand ils se font sortir par les Raptors. Malheureusement, bon, il y a ce tir de Kawhi qui rebondit 47 fois sur l'arceau avant de rentrer. Mais si Embiid n'est pas malade 13 fois au cours des playoffs, peut-être que cette série est pliée avant même que ce shoot ne soit dégainé. L'année dernière, il y a ce choc assez difficilement explicable. J'ai l'impression que pour que Philly aille en finale de conférence, il faudrait que les planètes s'alignent enfin. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais c'est un petit peu mon sentiment que ils vont faire une bonne saison, mais que la progression à la fin ne sera peut-être pas là. Bah, moi j'aime bien parce que ça fait teaser un petit peu aussi un article qui va arriver très bientôt sur QI qui parle un peu de nos pronostics, où on verra un peu où chacun peut envisager les choses. Il y a Thibaut qui tease un petit peu, Miami est clairement au-dessus, il faut le dire. Personnellement, c'est un avis que je partage, mais voilà, on va pas teaser beaucoup plus que ça. Mais
mais je suis d'accord avec toi, Vincent, il y a quelque chose d'intéressant dans ta façon de voir les choses et de penser les choses. C'est que si on compare par rapport aussi à la concurrence, il y a aussi cette idée de se dire que effectivement les Sixers peuvent, malgré cette situation et en gardant Ben Simmons, tendre à ce deuxième tiers en fait derrière peut-être les Bucks et les Nets d'équipes de l'Est qui pourraient batailler pour cet avantage du terrain, que ce soit Miami, que ce soit les Hawks peut-être, enfin voilà, d'autres équipes de ce genre. Et donc effectivement avec un petit peu de chance, avec voilà, un alignement des planètes, ça pourrait être intéressant. Et après, ça c'est par contre voilà, l'avis de Sixers France que je partage et qui est peut-être plus intéressant, peut-être pour finir ces previews. J'ai envie de dire que c'est pas le but d'aller au bout dans l'immédiat, nous dit-il. Et c'est vrai, comme le disait parfaitement Cam également, il y a un plafond de toute façon qui semble se dessiner par rapport à cette équipe et encore plus dans cette configuration qui tend à bientôt exploser est-ce qu'on peut espérer beaucoup plus en termes d'avancée en play-off, si ce n'est voilà, qu'il faudrait vraiment beaucoup de circonstances positives et en faveur de ces Sixers. C'est difficile d'espérer sans ça voilà, un meilleur parcours pour ces Sixers, et clairement ça va repasser par des moves par rapport au front office et une restructuration de l'effectif autour a priori de Joel Embiid. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ces Sixers, Jérémy, Vincent? Non, je crois qu'on est d'accord sur la question. Effectivement, comme vous le dites, notamment avec Sixers FR, l'objectif cette année, ça va pas être les playoffs. Par contre, tu vas réaffirmer, je pense, le but c'est de réaffirmer tes forces. Et on sait que les Sixers ont au moins deux éléments très forts sur lesquels s'appuyer. C'est un duo de stars, ce qui mine de rien en NBA est important, et une défense qui est parmi les leaders de la ligue. À partir de là, bon, je pense que leur situation, elle sera plutôt correcte. Et effectivement, les playoffs, si ça n'a pas marché les 2 années précédentes, on peut se dire que c'est pas l'année idéale pour rêver de finale de conférence ou de finale NBA. Et que l'idée, c'est plutôt de trouver une issue à cette non-compatibilité ou cette compatibilité amoindrie du duo Simmons-Embiid, quoi. Et le truc, c'est que même si un miracle se produit avec Lillard ou Bill, on sera toujours pas favori, nous dit Sixers France. Alors là, sans peut-être être favori, au moins ça aura l'avantage de rebattre un petit peu les cartes et au moins de pouvoir vous envisager une timeline différente ou au moins d'envisager les choses de manière différente, et ça serait quand même pas mal de gagner un petit peu en clarté sur la suite pour ces Sixers qui, je pense, manquent un petit peu du coup de vision claire de l'avenir. On va devoir Est-ce que le but c'est d'être favori ou est-ce que c'est d'avoir une fenêtre? Dans l'absolu, être favori, bon, Ouais. ça arrive à une équipe tous les ans et finalement ça garantit rien. On l'a vu les 2 années précédentes, donc. Oui, tout à fait. Je suis très d'accord avec toi, surtout qu'on a vu à quel point aussi plein de circonstances pouvaient mettre en danger les favoris et ouvrir les fenêtres pour d'autres. Donc c'est plutôt l'enjeu, oui, de s'ouvrir une fenêtre la plus large possible pour avoir des chances à chaque fois. Et par rapport à cette vision-là de l'avenir sur une fenêtre un petit peu allongée, les Sixers pêchent. Et on verra un petit peu ce que donnera cette saison en attente de mieux et de pouvoir clarifier la situation à plus long terme. Messieurs, on va s'arrêter là par rapport à ces Sixers, alors que voilà, pour peut-être le mot de la fin, Sixers France nous dit le but des 2 prochaines saisons, c'est de faire progresser nos jeunes pour avoir une rotation en béton sur les 5-6 prochaines années. Et après, oui, c'est largement tributaire du trade à venir. Je pense qu'on en est là, tout cela par rapport à ces Sixers. N'hésitez pas en commentaire sur la vidéo YouTube pour la rediffusion à nous dire si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez ajouter des choses. Nous, on va s'arrêter là pour ces Sixers. Vincent, tu nous quittes Oui. Et bon courage à toi pour cette fin de journée avant cette reprise NBA de ce soir. Avec Jérémy, nous, on va passer tout de suite au Brooklyn Nets.